Salut les crypto-investisseurs, ici Lionel Tabon, investisseur et entrepreneur libre. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle crypto vidéo. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 12 décembre 2021 et je vais faire la mise à jour du marché des crypto-monnaies. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu pour récompenser mon travail quotidien. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis si ce n'est pas le cas, si vous êtes un parfait débutant ou une parfaite débutante dans le monde des cryptos, je vous invite à télécharger librement et gratuitement mon e-book Vos premiers pas dans le monde des cryptos. Pour cela, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. Vous m'indiquez votre adresse mail et je vous envoie tout ça dans votre boîte mail. C'est comme ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Gros rebond sur le secteur des cryptos. Regardez la map, le BTC qui prend près de 3% à 49 350 $, l'ETH qui rebascule au-dessus des 4 000 $ à plus 2,3%. On a dans le vert foncé Cardano, Avax, NIR, Evet, également HBAR et HEX. Avax à 85,62 $, NIR à 11,49 $, Levet sur les 8,6 centimes si je ne m'abuse. Cardano qui prend plus de 13% à 1,38 $, le Doge sur les 16,3 centimes, HEX sur les 15,7 centimes qui prend plus de près de 17%, pardon. On a guère que Luna dans le rouge foncé à 59,24 $, et tout le reste c'est du vert. On a Mana, Link, Engine, AAVE, Quant et BAT qui sont dans le vert foncé et tout le reste dans le vert clair. On va se diriger comme d'habitude vers le Scalpex Index avec le Crypto Fear and Greed Index qui sort de l'extrême Fear pour revenir dans le Fear à 27 points. Hier, nous étions dans l'extrême Fear, donc on reste quand même dans un sentiment de marché où règne la peur. Et au niveau des réseaux sociaux, on rebascule dans le up d'un coup. Nous étions dans le down hier, et là, ça rebascule dans le up. Alors, est-ce que c'est l'effet du week-end ou est-ce que c'est un effet qui sera plus durable? Nous verrons dans les jours à venir, alors que l'order flow, selon le Scalpex Index, qui reste dans la vente, on va voir ça tout à l'heure. Allez, Grayscale pour la dernière journée de la semaine, hier, a priori, pas de cotation. Donc voilà, au niveau des 7 derniers jours glissants, toujours pareil, on n'a que des ventes à part des achats sur Mana à hauteur de 12 716 tokens, et à l'exception de Solana et le BAT qui ont été également achetés respectivement à hauteur de 4 441 tokens pour Solana et 17 771 pour BAT. Au niveau du mensuel, c'est exactement la même analyse avec plus de 1000 BTC vendus, 6400 ETH vendus et plus de 30 000 ETC qui ont été vendus. Donc toujours la même stratégie côté Grayscale. Au niveau de Riot, rien de plus qu'hier. Nous avons clôturé notre bougie ici hebdomadaire en dessous le gros support oblique haussier. Donc nous attendrons la bougie de confirmation de la semaine prochaine qui sera très importante pour avoir une direction claire vis-à-vis de Riot Blockchain. On peut notamment ici regarder, je le vois maintenant, bon je vous en fais part aujourd'hui, mais effectivement on pouvait quand même ici mettre en place ce qu'on appelle, regardez, à peu de choses près, on peut le mettre ici, tout ça c'est un canal, donc ça c'est un flag, un drapeau avec le mât ici, voilà, et le canal ici, donc drapeau baissier, donc un drapeau baissier qui se casse par le bas, c'est assez classique, donc si on venait à casser ce drapeau baissier, on continuerait à baisser sur Riot Blockchain, ce qui voudrait dire que les institutionnels ne sont pas si présents que ça sur le secteur des crypto-monnaies, mais patience, il faut vraiment attendre une bougie de confirmation pour voir si on casse véritablement ce canal par le bas ou si c'est un faux signal, une fausse cassure plutôt. Voilà. L'index du dollar, qu'est-ce qu'il nous fait en hebdomadaire? Il est toujours en train de travailler les 50% de Fibonacci. Je vous rappelle pour celles et ceux qui sont nouveaux que nous avions identifié une jambe de baisse ici depuis les 102 points jusqu'aux 89,3 points. On avait dessiné une figure en forme de W qui traduit un retournement de tendance à la hausse. Nous avons cassé la ligne de coup ici en jaune pour valider ce W. Petit pullback sur cette ligne de coup et derrière on casse respectivement les 38,2% de Fibonacci
Et aujourd'hui, nous sommes sur les 50% de Fibonacci. Et l'objectif, bien évidemment, c'est d'atterrir dans la box rouge ici, cette zone de rechargement de short comprise entre les 97,72 points et les 100 points. Donc ici, on a quand même, il faut que je l'explique quand même pour celles et ceux qui me découvrent, un dollar qui est comparé avec les autres devises. C'est pas parce que le dollar s'apprécie que eh bien, on a des actifs risqués qui s'apprécient. Voilà, donc ça je voulais le dire, ou qui se déprécient. En général, quand le dollar s'apprécie, les actifs risqués se déprécient et vice-versa. Mais en fait, ce dont il faut prendre compte et tenir compte, c'est plutôt l'inflation. Et le graphique est ici, on voit que c'est un graphique qui est très très haussier dans la mesure où, regardez, on a évolué au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte ici pendant plusieurs semaines. Petit double top ici, et là on est dans une correction, mais tant que le premier arrêt à moins 26,63 points est tenu, on n'a aucune raison de paniquer. Si des fois nous cassions ce premier arrêt à la baisse, eh bien nous reviendrions dans la zone de rechargement à l'achat entre les moins 46,21 points et les moins 38,06 points. Maintenant, si on préserve le premier arrêt, sûrement qu'on ira casser ici cette grosse résistance oblique baissière pour libérer un potentiel à la hausse. Les indicateurs techniques, de manière très classique, regardez le momentum, il est dans une figure de compression, donc tant que la figure n'est pas cassée ni par le haut ni par le bas, on ne peut pas avoir de résolution sur le cours, et c'est la même chose sur le RSI. On vient d'avoir un gros rebond sur ce support. Si on vient casser la résistance oblique baissière, ce sera tout bon pour cet actif. Voilà. Enfin, cet actif. Il s'agit de l'inflation, c'est plutôt un indice. La capitalisation boursière qui me faisait un petit peu peur hier, je dois dire. Regardez ici en unité de temps hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie de cotation correspond à 7 jours de cotation. On verra ce soir, 20h heure américaine, comment on clôturera. Mais voilà, hier, on était quand même beaucoup plus bas. On est en train de racheter ici, donc ça veut dire que de l'argent à nouveau re-rentre sur le secteur des crypto-monnaies en ce week-end. Ce qui serait bien évidemment, c'est de préserver le support ici et pourquoi pas de clôturer au-dessus du premier arrêt à 2293 milliards de dollars. Nous sommes à 2247 milliards de dollars. Affaire à suivre donc demain. Mais on peut regarder quand même l'évolution et l'orientation sur tous les indicateurs techniques, en commençant par le momentum qui vient de basculer en territoire négatif, mais à voir si ce sera le cas dès demain lors de la clôture, ou plutôt dès ce soir à la clôture. Le RSI, il est sur un double top, on vient de casser la zone de surachat par le bas. Donc pour le moment, voilà, tant qu'on reste ici en dessous de cette résistance oblique baissière ici en rouge, je vais la colorier en rouge puisque voilà, comme ceci. Je pourrais même en dessiner une seconde, par exemple celle-ci, ou plutôt celle-ci. Allez. Celle-ci me paraît quand même assez plausible. Voilà. Donc tant qu'on n'aura pas cassé ces deux résistances obliques baissières à la hausse, on n'aura pas de retournement de la tendance sur cet actif, sur la capitalisation boursière. On peut quand même ici mettre en évidence un gros support. Regardez ça. Voilà, ça peut être pas mal comme chose à tracer au niveau du RSI en unité de temps hebdomadaire pour cette capitalisation boursière au niveau du secteur des crypto-monnaies. On passe maintenant au BTC. En analyse journalière, regardez ici, on réintègre le biseau descendant de fort belle manière, puisque regardez, hier on avait ouvert à 47 000 $, et on clôture au-dessus des 49 000 $. Donc ça c'est plutôt sympa de ne pas casser le biseau descendant par le bas. On aurait sinon été dans des statistiques qui sont pas communes. Voilà, parce qu'en général, un biseau descendant, ça a plutôt 7 chances sur 10 d'être cassé par le haut que par le bas. Vous remarquerez également que nous restons encore dans cette zone de rechargement à l'achat comprise entre les 45 856 $ et les 50 807 $. Et tant que ce sera le cas, ce sera du vent en fait. On n'aura pas de direction claire quant à la tendance sur le BTC. Et regardez, les indicateurs techniques sont à l'intérieur de figures de compression comme ici. Cette figure de compression sur le momentum toujours négatif à l'intérieur de ce triangle. Donc tant qu'on n'a pas de résolution ni par le haut ni par le bas, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Sur le RSI, on a ici une résistance oblique baissière qui est assez
intéressante. On peut mettre en place également la même chose que sur le cours, une espèce de biseau descendant comme ceci. Voilà. Et tant que ce biseau descendant n'est pas ni cassé par le haut ni cassé par le bas, on n'aura pas de direction claire, que ce soit sur le RSI comme sur le cours. Donc c'est assez pertinent, je trouve, ces constructions graphiques sur les indicateurs techniques. Par contre, ce qui est bien au niveau de William, enfin ce qui est bien, on est bien dans la box verte, donc on n'est ni en zone de survente ni en zone de surachat, donc on est bien sans tendance vis-à-vis de William, mais on voit ici qu'on fait des creux ascendants et des sommets ascendants, donc c'est plutôt assez encourageant. On est au-dessus de la courbe rouge, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, voilà, il faudrait quand même vraiment ici continuer l'attention et repartir dans la zone de surachat, pourquoi pas. D'un point de vue des spreads, on le voit ici sur le BTC, on va pas tarder à rentrer dans des spreads négatifs, ce qui veut dire que on va commencer maintenant en journalier à vendre le BTC. Ça, c'est plutôt sympa pour poser des bottoms. Je vous rappelle ici que c'est ce que nous avions fait déjà au mois de... c'était quand ça? Août, non? Non, septembre. Entre le 25 septembre et le 12 octobre dernier, on avait posé des bottoms. C'était même avant qu'on repasse en territoire négatif sur le spread. Regardez ici, c'était... voilà, c'était le 19 septembre. On a fait ici cette figure en forme de W. Donc peut-être qu'on est vraiment en train de préparer maintenant notre figure en forme de W. On va un petit peu regarder sur le cours ce que ça pourrait faire. Par exemple, ici, on pourrait être en train de préparer quelque chose de ce style-là. Il est où le pinceau? Le pinceau est là. Voilà, on pourrait préparer peut-être quelque chose comme ça, par exemple, et hop là, casser le biseau descendant par le haut. Vous le savez, hein, si on casse un biseau descendant par le haut, on a le premier objectif à la base du biseau. Ça veut dire qu'on retrouverait notre ATH, et je pense que dans la foulée, ça nous permettrait de repartir en tendance haussière et de partir à la découverte de nouveaux prix sur le BTC. Bien évidemment, nous n'en sommes pas encore là. Loin de là, hein, on est toujours en tendance baissière, on est toujours en dessous d'une moyenne mobile à 20 séances qui baisse, et pour le moment, voilà, tant qu'on n'a pas ce W là, on ne peut pas avoir l'assurance que nous repartons en tendance haussière, tout du moins sur la tendance sur l'unité de temps journalière, parce que sur l'unité de temps hebdomadaire, on n'est pas en tendance haussière, non, en tout cas pas par rapport à la moyenne mobile à 20 séances, regardez, puisque si nous clôturons dans ces zones de prix, hein, c'est-à-dire aux environs des 47-50 000 $, on va clôturer tout simplement en dessous de la moyenne mobile à 20 séances, qui, je vous le rappelle, est sur les 52 328 $. Alors si nous venions ce soir à 20h heure américaine à clôturer au-dessus de cette moyenne mobile à 20 séances qui monte, là on conserverait notre tendance haussière. Mais pour le moment, ça n'a pas l'air d'être le cas, surtout que regardez, dans cette unité de temps, on est en train de casser notre premier arrêt. Donc pour le moment, je milite moi plus pour un retour dans la zone de rechargement à l'achat comprise entre les 37 427 $ et les 44 172 $. Alors il y a également des traders qui observent la zone des 50% de Fibonacci. Je vais vous la faire apparaître ici à l'écran, puisque c'est vrai qu'il y en a pas mal qui l'utilisent, même si c'est pour moi pas un niveau de Fibonacci, les 50%. Ce ne sont pas des niveaux que je regarde. Mais regardez, hein, pourtant ça a été pertinent, puisque la semaine dernière, on a clôturé juste un petit peu au-dessus. Et là encore, au jour d'aujourd'hui, on est au-dessus de ces 50% de Fibonacci à 48 909 $. Donc c'est quand même un niveau qu'il faut regarder. D'ailleurs, regardez, on a eu la mèche ici du 13 septembre qui est venue la chercher. Cette mèche encore ici. On a eu le corps de chandelle du 23 août. On a eu le corps de chandelle à l'ouverture du 30 août. Donc effectivement, on ne peut pas dire que ça soit un Fibo qui ne sert à rien. C'est pour ça que je vais le laisser d'ailleurs. Et regardez ici encore, très très pertinent ici pour ce corps de chandelle le 19 avril dernier et le 26 avril dernier. Donc on est vraiment dans une gamme de prix là actuellement sur les 48-50 000 $, qui est vraiment très très décisif. C'est justement ce prix là qu'on avait cassé lors de la latéralisation à plat
lors de notre précédent bull run entre guillemets, hein, jusqu'au mini crack du 10 mai dernier. Donc très intéressant de voir que ces niveaux-là en clôture jouent plutôt un rôle de support pour le moment. Et tant que ce sera le cas, peut-être que effectivement on pourra ne pas aller en clôture dans la zone de rechargement à l'achat. Ce serait une bonne nouvelle pour le BTC, puisque ça voudrait dire qu'on repartirait comme ça par le haut. Attention, hein, moi ce que je guetterai à partir du moment où on fait un bottom, parce que là on va faire un bottom, hein, que ce soit sur les 50% de Fibo ou dans la zone de rechargement à l'achat, que ce soit la semaine prochaine, dans 3 semaines, dans 3 mois, on va faire un bottom. Donc mettons qu'on fait un bottom ici entre les deux. Voilà, là c'est très important. Soit on fera notre M, ici vous voyez le M, hein, voilà, je vous refais le vrai M. Voilà, ça c'est le premier scénario. Et le second scénario, vous le savez, on va vraisemblablement faire un W. Donc soit le W pour la continuation haussière, c'est ce que tout le monde pense, hein, puisqu'on a de plus en plus d'argent qui sont amenés à arriver sur le secteur des crypto-monnaies. Mais attention, hein, au scénario bearish qui peut à tout moment intervenir, même si ça ne serait, même si c'est pas logique pour moi qu'on fasse un M-Weekly et qu'on aille dans le décor, hein, qu'on reparte dans un bear market. Mais bon, il faut quand même que vous le sachiez. Les open interest ici sont toujours bien bas, je trouve. Donc ça, c'est très bien. On a bien nettoyé le marché. Regardez l'écart entre la courbe bleue et la courbe jaune. C'est vraiment très bien. Les spreads, ou plutôt l'order flow, sur l'hebdomadaire, c'est très bien. On va clôturer a priori en territoire négatif pour les spreads. Hein. Je vous rappelle que les spreads, c'est la différence de prix entre le spot et les dérivés. Si on a un spread qui est négatif, ça veut dire que les prix sur les dérivés sont plus bas que le prix du spot. Donc ce qui veut dire qu'on a plus de gens qui parient sur la baisse du BTC que sur sa hausse. Et ça veut dire que les gens sont bearish. Et donc on pourrait être mature pour poser un bottom. Regardez également le funding rate, c'est-à-dire les taux d'intérêt qui sont encaissés par les différentes plateformes lorsque les investisseurs prennent des contrats sur les dérivés. Ils sont très bas, ces funding rates, ces taux d'intérêt. Donc ça veut vraiment dire que pour le moment, on a très peu d'investisseurs qui reprennent des positions sur les contrats dérivés. Ça veut tout simplement dire qu'on a eu un gros nettoyage précédemment et qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu de l'argent et qui se sont fait liquider sur leur position. Au niveau de l'ETH, je trouve qu'il est toujours aussi bien orienté et bien mieux orienté que le BTC. Regardez, la précédente jambe de hausse, j'ai tiré les Fibo avec le premier arrêt, la zone de rechargement à l'achat ici, et on voit bien que le premier arrêt est toujours en train de tenir. Donc tant que ce sera le cas, on aura plus de chances de faire des plus hauts que de repartir dans la zone de rechargement à l'achat, même si vous le voyez ici, on a quand même un trou dans la value et que peut-être une petite correction permettrait à des grosses baleines ici de recharger entre les $3650 et les $3960, pour pas dire les $4000. Voilà. Allez, les indicateurs techniques dans cette unité le temps, on commence avec le momentum qui est toujours en territoire négatif. Néanmoins, regardez, on est repassé au-dessus de la ligne de coup, donc ça c'est plutôt pas mal. Restera quand même à refranchir la ligne des zéros et la résistance oblique baissière. Au niveau du RSI, on est toujours au-dessus d'un support technique ici assez fragile, hein. Il n'est pas forcément très pertinent puisque j'ai utilisé que 2 points de contact. On est en dessous des 50, donc voilà, c'est assez bearish pour le moment. Et au niveau des Williams, on est toujours dans la box verte ici, donc voilà, sans tendance réelle. Et regardez en daily ici au niveau de l'ETH, contrairement au BTC, on est déjà passé ici dans des spreads négatifs, ce qui veut dire qu'on est quand même assez mature pour poser un bottom en unité de temps hebdomadaire. Contrairement au BTC, l'ETH, lui, il est bien dans une tendance haussière puisqu'on est toujours au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui monte. Cette moyenne mobile à 20 séances est à $3710. Donc tant qu'on reste au-dessus, pour le moment, il n'y a pas péril dans la demeure, sachant que le premier arrêt est sur les $3042. On en est loin également. On a des indicateurs techniques, certes, qui refluent. Regardez ici le double top sur le momentum, mais pour le moment, on reste en territoire positif. Donc ça reste quand même assez bien. Au niveau du RSI, on s'est fait rejeter par la zone des 70 et pour le moment, on est en train de bouffer notre support ici qui s'est encore, a priori, voilà, qui s'est encore
qui a encore disparu. Il me semble que je vous l'avais tracé celui-là récemment. Voilà, donc on va voir ici d'ici ce soir, mais a priori il va être cassé par le bas ce RSI, ce support pardon. Ici on a une résistance oblique baissière que je vais vous colorier en rouge qu'il faudra casser pour repasser dans une tendance haussière. J'ai envie de vous dire, on est déjà dans une tendance haussière, mais disons que ça pourrait libérer un potentiel beaucoup plus important sur le TH. Et regardez au niveau de William, on est passé, on a cassé la zone de surachat par le bas. Donc c'est pas tellement bien pour avoir un potentiel un peu plus important. Par contre, au niveau de la volatilité, ça commence à se calmer. Et les spreads sont quand même toujours assez importants ici en hebdo, même si vous l'avez vu ici sur le journalier, c'est déjà en négatif. Donc on va voir jusqu'où on va poursuivre notre correction sur le TH. Regardez ici en hebdo, on a des spreads qui commencent à passer en territoire négatif, et pour le funding rate, on reste sur du 0,01, ça reste relativement limité. Le TH libellé en BTC toujours très fort. Regardez, je le regarde ce graphique en unité de temps mensuel, on est toujours au-dessus des 38,2% de Fibonacci. La prochaine box ici, objectif, les targets, c'est la zone ici entre les 0,1 BTC et les 0,12 BTC. Donc voilà, un ETH qui est toujours très fort par rapport au BTC, avec des indicateurs techniques qui sont très haussiers, un momentum en territoire positif, un RSI quasiment dans la zone de surachat. Voilà, gros W ici avec la ligne de coût qui a été cassée par le haut, donc ça c'est plutôt pas mal. Un William qui est dans la zone de surachat, donc tout va bien pour le TH libellé en BTC. Mon portefeuille se comporte un petit peu mieux qu'hier. On est sur un portefeuille valorisé actuellement 38 187 $. Ça fait 131,8% de ROI depuis le mois de février dernier, c'est-à-dire environ 22 998 $ de bénéfice depuis le mois de février dernier, date à laquelle j'avais investi 17 000 $ sur ce portefeuille. Ça fait 14 540 € d'investissement initial. Au niveau de la proportion entre le cash et les cryptos, j'ai 34,7% de cash et 65,3% de crypto, environ une soixantaine de tokens dans ce portefeuille avec moins de 2% par ligne. Ici à part Chiliz, ETH, XRP, VET et BAT qui pèsent très lourd dans ce portefeuille et que je ne manquerai pas de revendre lorsqu'on aura des valeurs d'actifs un petit peu plus intéressantes. Voilà, on termine cette vidéo comme d'habitude avec le news flow. Je ne sais plus où est-ce que nous étions arrêtés hier. Je crois que c'était voilà, celui-là, Kickstarter, qui lancera un protocole de crowdfunding sur la blockchain Celo. On s'en était arrêté là. L'AFMI, ou le FMI plutôt, qui souhaite une régulation globale et coordonnée des crypto-monnaies. Ça c'est plutôt pas mal aussi. Il y a peut-être des gens qui vont prendre cette news comme une mauvaise nouvelle, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que la finance traditionnelle accepte le secteur des crypto-monnaies comme un secteur comme la bourse traditionnelle, et du coup le fait de vouloir réguler ce secteur, c'est plutôt quand même pas mal pour les investisseurs. Opera qui va intégrer la blockchain de Solana à son navigateur, ça c'est plutôt très bullish pour Solana. Et autour de Pepsi de lancer sa collection de NFT, ça aussi c'est plutôt intéressant, et pour Pepsi et pour le secteur des NFT. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu. Si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, partagez-la. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, ayez l'esprit cash flow. Puis quant à moi, je vous retrouve dès demain en vidéo. Ciao!